Ces derniers jours, les nouveautés photos n'arrêtent pas de tomber. Parmi celles-ci, le Canon EOS R7 et le Canon EOS R10 sont venus agrandir la famille des hybrides. Je vais donc vous apporter mon éclairage sur ces deux appareils photo qui ont fait grand bruit. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage en toute indépendance et simplement mon avis sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les Canon EOS R7 et EOS R10 sont donc deux nouveaux appareils photo hybrides équipés d'un capteur APS-C. Ils viennent étoffer la monture RF qui disposait seulement de boîtiers hybrides plein format jusqu'à présent comme le EOS R, RP, R6, R5 ou encore EOS R3. Bon, je ne suis pas là pour vous refaire l'histoire de la monture RF, mais bien pour vous apporter mon avis sur ces deux nouveaux boîtiers. Car je dois dire d'entrée que je trouve que ce sont deux appareils photo aux fiches techniques abouties et au prix pertinent. Je vais donc commencer par le Canon EOS R7 avant de vous parler du Canon EOS R10. Le Canon EOS R7 est présenté comme un appareil photo ciblant les photographes animaliers et de sport. C'est aussi un appareil photo avec une fiche technique avancée en vidéo. Vous allez voir, il a de nombreux atouts. Pour commencer, si son look n'est pas le plus séduisant, j'aime beaucoup son ergonomie. C'est typiquement le genre de boîtier que j'affectionne. Poignet creusé, prise en main assurée, quelle que soit la taille de l'objectif qu'on fixe, on se sentira bien. Ici, Canon n'a pas sacrifié l'ergonomie sur l'autel de la compacité, je trouve ça bien. Ainsi, il pèse 612 grammes avec batterie et carte SD. Il se situe dans le haut du panier des hybrides APS-C en termes de poids. Vu ses capacités en photo comme en vidéo, cela n'a rien d'étonnant, ça va tout à fait avec ses performances. C'est donc un hybride robuste, d'autant plus qu'il est résistant à la poussière et à l'humidité. C'est un point positif pour l'emmener sur tous les terrains. Les boutons et molettes sont bien placés, il n'y en a ni trop ni pas assez. Ainsi on trouve une molette pour accéder au mode de prise de vue, à côté du déclencheur et du bouton REC. À l'arrière du boîtier on trouve un joystick avec une roue tout autour. Alors personnellement avec mes petites mains je regrette le positionnement de ce joystick, mais pour les plus grandes mains je suis sûre que vous trouverez la place pour vous positionner votre pouce sans appuyer sur les autres boutons. C'est donc plus confortable. Vous pouvez le voir, on trouve aussi l'accès au menu, le bouton AF On, etc. etc. C'est très classique. On a aussi, et j'ai envie de dire évidemment, un viseur. Ici, c'est un viseur électronique de 2,36 millions de points. Là, comme ça, il semble assez grand et confortable. Par contre, 2,36 millions de points, ça fait un peu léger en termes de résolution. En comparaison, le Lumix G9 ou encore le Fujifilm X-T4 ont un viseur de 3,68 millions de points et ils ne datent pas d'hier ces deux boîtiers. On a aussi un écran et celui-ci est tactile et orientable. Ainsi, on va pouvoir orienter l'écran sur le côté pour une meilleure visibilité, notamment en vidéo. Pour ma part, j'aime beaucoup orienter l'écran sur le côté pour des cadrages originaux. Cet écran, on peut aussi le tourner vers soi pour du face caméra. C'est idéal pour du vlog notamment. De ce point de vue-là, c'est tout à fait conforme par rapport à la gamme de prix de ce Canon EOS R7. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo en cliquant sur les liens en description. Cela ne vous coûtera rien, mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne en toute indépendance. Pour finir sur l'ergonomie et la prise en main, il est doté d'un double emplacement pour carte SD, c'est important vu ses capacités en rafale ou encore en vidéo. D'ailleurs, il est compatible avec des cartes rapides, les cartes SD UHS 2. L'autre point positif, c'est sur l'autonomie de la batterie. Elle est annoncée à 770 photos avec écran et 500 avec viseur. Enfin, on trouve une prise micro, une prise casque, une sortie micro HDMI et une sortie USB-C. Dès la prise en main, on a donc un boîtier complet et équilibré, mais voyons de plus près ce qu'il a à l'intérieur. Ce Canon EOS R7, il est surtout doté d'un capteur APS-C, c'est le premier en monture RF. L'avantage de l'APS-C, c'est que cette taille de capteur est une taille grand public. On peut donc trouver des boîtiers à des prix abordables tout en possédant une belle qualité d'image, même si vous êtes exigeant. L'APS-C, c'est un compromis pertinent entre profondeur de champ, qualité d'image et encombrement. Son capteur, il est donc de 32 millions de pixels. Ce n'est pas un capteur haute résolution, mais on s'en approche.
Sur l'hybride APS-C, c'est le boîtier avec la plus grande résolution. La majorité des autres modèles sont à 24 ou 26 millions de pixels. De ce fait, vous aurez des photos d'une plus grande taille. C'est intéressant pour effectuer des grands tirages, mais surtout 32 millions de pixels, cela permet de recadrer vos photos en post-traitement tout en gardant une taille de photo suffisante. Voilà pourquoi ce Canon EOS R7 plaira aux photographes animaliers. C'est d'autant plus vrai qu'en fixant des objectifs plein format sur cet appareil photo, ils gagneront en puissance de zoom grâce à un recadrage x1,6. Cela permet ainsi de photographier en plus grand plan des sujets éloignés, dont des animaux. Ce Canon EOS R7 il est aussi doté de la stabilisation capteur, elle est d'un niveau excellent. En effet, elle est de 7 stops, ce qui le place parmi les meilleurs du marché sur ce point. La stabilisation 5 axes apporte de nombreux avantages dans vos prises de vue. Cela permet de photographier à main levée à des vitesses plus lentes. C'est aussi pertinent quand on fixe un téléobjectif car cela limite les photos floues dues au mouvement du photographe. Enfin, en vidéo, la stabilisation capteur permet de limiter les tremblements disgracieux à l'image. Vous comprenez pourquoi la stabilisation capteur est un point important. Là où Canon frappe très fort avec ce EOS R7, c'est sur l'autofocus. Cet appareil photo, il intègre la réputée technologie d'autofocus Dual Pixel 2. Il s'agit d'un système d'autofocus à détection de face parmi les plus performants. Et une excellente mise au point automatique, cela évite les photos floues dues à un mauvais focus. Ici, il est capable de suivre et détecter les personnes, œil, visage, corps, mais aussi les animaux, chiens, chats, oiseaux. Et surtout, grande nouveauté, il peut détecter et suivre les véhicules. Il dispose ainsi des mêmes performances qu'un Canon EOS R3, le fleuron de la marque. En plus, l'autofocus, il couvre 100% de l'image à l'horizontale comme à la verticale avec 651 zones AF. À ce jour, il se classe parmi les hybrides disposant d'un des meilleurs systèmes d'autofocus. D'ailleurs, il est annoncé comme performant aussi en basse lumière jusqu'à -5 IL. Voilà un niveau de performance de mise au point automatique qui va faire parler et il concurrence grandement Sony sur ce point. Niveau montée en ISO, il est capable d'aller jusqu'à 32 000 ISO en photo et 12 800 en vidéo. Alors bien sûr, pour garder une bonne qualité de vos images, vous n'irez pas jusque là. Néanmoins, s'il a les mêmes performances que le EOS M6 Mark II que nous avions acheté, sa montée en ISO devrait être bonne. Ce que j'aime pour la partie photo sur le EOS R7, c'est la cadence rafale. Et là aussi, il est parmi les meilleurs du marché. Ainsi, il dispose d'une cadence rafale de 15 images par seconde en obturateur mécanique et de 30 images par seconde en électronique. En comparaison, le Lumix G9 que je possède a une cadence rafale de 12 images par seconde en obturateur mécanique et 20 images par seconde en électronique et jusqu'à 60 images par seconde en AFS. Mais au-delà de la rafale, je regarde toujours la mémoire tampon. Il s'agit du nombre d'images que l'appareil photo peut garder en mémoire en attendant de les écrire sur la carte SD. C'est tout aussi important que la cadence rafale. Ici, le EOS R7 a une mémoire tampon en obturateur mécanique de 224 JPEG ou 51 RAW et en obturateur électronique, on descend à 126 JPEG ou 42 RAW. Il est en deçà d'un Lumix G9. Par contre, si on le compare avec le Fujifilm X-T4, le EOS R7 a de meilleures performances sur ce point. À côté de la photo, c'est aussi un hybride performant en vidéo. Ainsi, il est capable de filmer en 4K et particulièrement en 4K 60 images par seconde sans recadrage. Sur capteur APS-C, ils sont rares à en être capables. Sur cette taille de capteur, seuls les Fujifilm X-T4 et X-H2S sont capables d'un tel niveau d'enregistrement avec stabilisation capteur. Le Canon EOS R7 se place donc dans la liste restreinte des hybrides de haut niveau pour la vidéo. L'avantage de la vidéo en 4K 60 images par seconde, c'est qu'elle permet de réaliser des vidéos fluides de sujets en mouvement. C'est idéal pour le sport ou encore l'animalier. Côté échantillonnage des couleurs, on est sur du 4.208 bits, sauf avec les profils C-Log ou HDR, où on pourra filmer en 4.22 10 bits pour une meilleure richesse des couleurs. On peut aussi filmer en ralenti jusqu'à 120 images par seconde, mais uniquement en Full HD. Vu le positionnement tarifaire du EOS R7, c'est logique. Pour la 4K 120 images par seconde, il faut passer sur du très haut de gamme avec le Lumix GH6, le Fujifilm X-H2S ou encore le Canon EOS R5.
A noter, en comparaison, le Fujifilm X-T4 va jusqu'à 240 images par seconde en Full HD. Là où le Canon EOS R7 innove, c'est sur la diffusion en direct. Si vous possédez une chaîne YouTube, vous pourrez faire du streaming sur cette plateforme en vous connectant directement via votre smartphone. Plus besoin de câble ni d'ordinateur. Cette fonctionnalité, elle est très rare parce que jusqu'à présent, seul le Lumix GH5 Mark II en était capable. Il a été pionnier en la matière. La diffusion en direct sur YouTube, cela permet de proposer de nouvelles façons de créer du contenu. Forcément, venant du voyage, je pense à tous les vidéastes nomades qui vont pouvoir partager différemment avec leur communauté. Diffuser en direct sur YouTube où que vous soyez, c'est idéal pour le vlog. Ce Canon EOS R7, il a donc une fiche technique complète, totalement dans l'air du temps. Côté tarif, il vaut 1 499 € nu et il est vendu 1 899 € avec l'objectif Canon RFS 18-150 mm f3.5 6.3 et il sera disponible dès le 23 juin 2022, pile pour les vacances d'été. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo en cliquant sur les liens en description. Cela ne vous coûtera rien, mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne, en toute indépendance. Bon, maintenant que vous savez tout sur le Canon EOS R7, quel est mon avis? Je trouve tout d'abord que c'est un appareil photo bien pensé avec de nombreux atouts. Son capteur APS-C est un format intermédiaire entre micro 4 heures et plein format qui plaira à de nombreux photographes et vidéastes. Vous aurez des images de qualité avec un boîtier relativement léger. Son autofocus rapide et précis est en phase avec ce que l'on peut attendre d'un boîtier moderne. Je trouve aussi qu'il possède une fiche technique excellente, très équilibrée et complète. J'apprécie particulièrement sa cadence rafale, même si j'aurais bien aimé une mémoire tampon plus véloce. En termes de prix, son positionnement il est équilibré aussi. Il se place au même niveau qu'un Lumix GH5 Mark II plus 12-60 f3.5 5.6 ou qu'un Lumix G9, sauf que ces derniers ont un capteur plus petit en micro 4 tiers. En comparaison avec le Fujifilm X-T4, il est moins cher, c'est donc un tarif bien étudié. Mais attention, il y a un mais. Ce Canon EOS R7, il est vendu en pack avec un objectif que je qualifierais de moyen de gamme. C'est un objectif qui a une plage de zoom très polyvalente, c'est intéressante, mais son ouverture elle est seulement de f3.5 6.3, c'est typiquement un objectif kit basique. Au contraire, le Fujifilm X-T4, il est vendu avec deux kits de qualité, soit le XF 18-55 mm f2.8 4.0 ou le XF 16-80 mm f4, qui sont de très belles optiques que j'ai eues. De même, le Lumix G9 est vendu avec le Leica 12-60 mm f2.8 4.0 qui est aussi un objectif de qualité. En soi, ce n'est pas très grave, si ce n'est que le parc d'optique Canon RF est encore en début de construction. D'ailleurs, il n'y a pas d'objectif APS-C, hormis les deux objectifs kits sortis à l'occasion des EOS R7 et EOS R10. Pour évoluer dans votre pratique, il faudra donc vous tourner vers des objectifs RF plein format. Il y en a des pertinents, mais attention, vous aurez alors un recadrage de x1,6. Ça veut dire que vous verrez en plus gros plan dans l'image. Par exemple, avec un 50 mm, vous serez à 80 mm. C'est pourquoi cet appareil photo va surtout attirer les photographes de sport ou animaliers. Vous pourrez ainsi fixer des téléobjectifs plein format qui seront plus puissants grâce à un recadrage de x1,6. Ce Canon EOS R7, il plaira aussi énormément aux détenteurs de réflexes Canon qui veulent passer à l'hybride et qui attendaient une sortie sur APS-C. Avec la bague d'adaptation, vous pourrez fixer vos objectifs réflexes sur ce boîtier plus récent. On peut aussi tout à fait débuter avec quand on cherche un boîtier complet pour se lancer. Le Canon EOS R7 est donc un boîtier bien positionné, très intéressant sur APS-C et qui vient étoffer une offre déjà bien large. D'ailleurs, Canon a sorti en même temps un modèle moins cher, plus ciblé pour les débutants et les voyageurs, le Canon EOS R10. Là aussi, le Canon EOS R10 a un look assez simple qui reprend celui des réflexes sans le poids. Je dois dire que j'apprécie que Canon n'ait pas cherché la compacité à tout prix. Ainsi, il dispose d'une poignée creusée, idéale pour une bonne prise en main, surtout si vous voulez fixer des objectifs plus lourds à mesure que votre pratique évolue. Niveau poids, cela plaira, il pèse seulement 382 grammes nus et 429 grammes quand on ajoute la batterie et la carte SD. Il se classe parmi les plus légers du marché.
C'est assez classique, il dispose d'une molette de prise de vue pour choisir entre les modes ouverture, vitesse, manuel, etc. Et comme il s'adresse aux débutants, il dispose d'un mode scène. On trouve également la possibilité de créer des profils personnalisés. Je dois dire que la force du Canon EOS R10, c'est d'être capable de faire le grand écart entre un débutant et un amateur bien avancé. Ainsi, c'est un appareil photo qui vous accompagnera longtemps. À l'arrière, on retrouve un joystick, ça j'aime beaucoup. Cela permet de sélectionner rapidement une mise au point ou se déplacer dans les menus. Je trouve son positionnement un peu trop haut, mais comme le boîtier est petit, même avec mes petites mains, je pense qu'il est bien placé. Et pour les grandes mains, ce positionnement sera plus confortable. Classiquement, à l'arrière, on trouve un bouton pour accéder au menu, un bouton iPhone, pour la rafale, le retardateur ou encore le flash intégré, même si je vous conseille plutôt l'usage d'un flash externe. Son viseur est un viseur électronique OLED de 2,36 millions de points. C'est un peu léger en termes de résolution, mais sur cette gamme de prix, ce n'est pas choquant. L'écran, quant à lui, il est tactile et orientable. On peut ainsi l'orienter sur le côté pour une meilleure visibilité ou pour des angles de vue originaux. Et bien sûr, on peut l'orienter vers soi pour des vidéos face caméra de type vlog. Niveau connectique, il est doté d'un emplacement pour carte SD et point positif, on peut y insérer des cartes SD UHS 2 qui sont plus rapides. Ces cartes sont idéales pour bénéficier au maximum des capacités du EOS R10. On trouve aussi une sortie USB-C, une sortie micro HDMI ou encore une prise micro. Cet appareil photo peut aussi être connecté en Wi-Fi ou Bluetooth. Son autonomie, elle est de 430 photos avec l'écran et 260 avec viseur. C'est pourquoi je vous conseille d'avoir toujours une batterie supplémentaire. C'est d'autant plus vrai en voyage ou pour filmer. Je vous mets donc la référence de la batterie dans la description. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de m'aider dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne en toute indépendance. Sur sa construction, je lui trouve quand même un défaut, c'est qu'il n'est pas résistant à la poussière et à l'humidité. Pour un boîtier qui cible les photographes et les vidéastes de voyage, ça fait tâche. Mais je vous rassure, au besoin, vous pouvez le ranger dans une housse de protection spécifique que je vous mets dans la description. Maintenant qu'on a fait le tour du boîtier, le plus important, c'est ce qu'il a à l'intérieur. Il dispose tout d'abord d'un capteur APS-C. Cette taille de capteur est un excellent choix pour une belle qualité d'image avec un poids contenu et un prix modéré. C'est pourquoi cette taille de capteur elle est idéale pour les débutants ainsi que les amateurs avancés. C'est d'autant plus vrai si vous aimez le flou d'arrière-plan. L'APS-C est un excellent compromis entre encombrement, qualité d'image et profondeur de champ. Son capteur APS-C est de 24 millions de pixels, une telle résolution d'image offre une taille de photo intéressante. Pour ma part, je photographie en 24 millions de pixels et cela me permet de faire de belles impressions de photos jusqu'au format A1, ce qui est une belle taille d'agrandissement. J'imprime aussi beaucoup au format A3 et avec mes 24 millions de pixels, cela me permet de recadrer légèrement une photo sans avoir une perte importante de qualité. Bref, 24 millions de pixels, c'est une taille d'image pertinente. Par contre, son capteur n'est pas stabilisé. On trouve en effet des appareils photo dont le capteur est stabilisé sur 5 axes. La stabilisation capteur permet de corriger les mouvements naturels du photographe et du vidéaste. Cela permet ainsi d'effectuer des poses longues à main levée, d'utiliser de gros téléobjectifs ou encore de filmer à main levée sans tremblement à l'image. Ici, sur le Canon EOS R10, il n'y a pas de stabilisation capteur. Vous devrez donc parfois emporter un trépied pour la photo ou acquérir un stabilisateur pour la vidéo. Sur cette gamme d'appareils photo, c'est assez classique, surtout en APS-C. Il n'y a que le Fujifilm X-S10 qui en est doté. Et sur micro 4 tiers, le Lumix GX9 est doté lui aussi de la stabilisation capteur. Le gros point fort du Canon EOS R10, c'est son autofocus. Ses performances en mise au point automatique sont parmi les meilleures du marché. Il embarque ainsi le réputé système Dual AF Pixel, c'est un système à détection de phase qui est très performant et précis. Aussi, il est capable de détecter et suivre les humains, œil, visage, corps, mais aussi les animaux, chats, chiens, oiseaux, et aussi, c'est nouveau, les véhicules. Voilà de sacrées performances, il est un des rares à ce niveau-là, et encore plus à ce tarif. Or, une bonne mise au point automatique,
Cela évite des photos floues dues au mauvais focus. Son autofocus est doté de 651 points AF et couvre 100% de l'image à l'horizontale comme à la verticale. Il est également annoncé capable de détection jusqu'à -4 IL en basse lumière. Bref, il est parmi les meilleurs en termes de mise au point automatique. Niveau montée en ISO, il est capable de monter jusqu'à 32 000 ISO en photo et 12 800 en vidéo. Une bonne montée en ISO, c'est important pour certaines prises de vue en basse lumière, mais attention, vous n'irez pas jusqu'à ces niveaux sans risque d'image dégradée. Un autre gros point fort de ce Canon EOS R10, c'est sur la cadence rafale. Il a de quoi ravir les photographes de sport ou d'animalier sur ce point. Sa cadence rafale, elle est de 15 images par seconde en obturateur mécanique et 23 images par seconde en obturateur électronique. À ce tarif, c'est excellent et surtout, il est bien le seul à le faire. En comparaison, le Lumix G9 possède une cadence rafale de 12 images par seconde en obturateur mécanique, 20 images par seconde en obturateur électronique et va jusqu'à 60 images par seconde en AFS. À côté de la rafale, la mémoire tampon est aussi un point important. La mémoire tampon correspond au nombre d'images que le boîtier peut garder en mémoire en attendant l'écriture sur la carte. Concrètement, si la mémoire tampon est très faible, en rafale, on aura beau appuyer sur le déclencheur, on ne pourra pas prendre de photos. Et moi qui adore photographier en rafale, je peux vous dire qu'une mauvaise mémoire tampon, ça me fait râler. Sur l'EOS R10, la mémoire tampon est de 460 JPEG et 29 RAW en obturateur mécanique. En électronique, elle est de 70 JPEG et 21 RAW. Je trouve cette mémoire tampon insuffisante. D'autant qu'elle est en deçà de mon Lumix G9 qui a 4 ans maintenant, et même sur certains formats, elle est moins bonne que le Lumix GX9 qui a aussi 4 ans. En revanche, si vous photographiez uniquement en JPEG, cette mémoire tampon sera suffisante. Le Canon EOS R10 est aussi un boîtier pertinent en vidéo. Il est capable de filmer en 4K 30 images par seconde, c'est classique pour un appareil photo hybride à ce prix. Niveau échantillonnage, on peut filmer en 4:2 10 bits avec le profil HDR. Dans les autres profils, vous filmerez en 4:0 8 bits. Ainsi, en 10 bits, on aura une plus grande richesse des couleurs qu'en 8 bits, c'est donc un point très positif que d'avoir accès à un tel niveau d'enregistrement. Par contre, il ne dispose pas du profil C-Log qui est apprécié pour l'étalonnage des couleurs en post-production. Ce EOS R6, il permet aussi de filmer en 4K 60 images par seconde et ils sont peu nombreux les hybrides à en être capables, surtout à ce prix. Filmer à 60 images par seconde permet de filmer des sujets en mouvement avec un rendu fluide. D'ailleurs, je filme en 4K 60 images par seconde mes vidéos de sport, d'animalier, mais aussi et surtout de famille, car oui, les enfants sont des sujets en mouvement. Malheureusement, il y a un mais à la 4K 60 images par seconde sur ce boîtier. Elle sera possible au prix d'un fort recadrage de 64% de la zone horizontale. Concrètement, vous allez avoir l'impression de zoomer dans l'image, c'est vraiment dommage. On peut aussi filmer en ralenti, mais dans ce cas-là, c'est en Full HD avec une cadence de 120 images par seconde. Si vous voulez filmer en 4K 120 images par seconde, là, il va falloir casser votre tirelire. Ce sera au prix d'un Lumix GH6, un Fujifilm X-H2S ou encore un Canon EOS R5. En comparaison, tout de même, le Fujifilm X-S10 est capable de filmer en Full HD 240 images par seconde pour des prises de vue encore plus ralenties. Enfin, le Canon EOS R10 embarque la possibilité de diffuser en direct sur YouTube directement depuis votre téléphone, plus besoin d'ordinateur. Vous pourrez ainsi streamer où que vous soyez, autant dire que les créateurs de contenu nomades apprécieront cette fonctionnalité pour le voyage, c'est très intéressant. Or, jusqu'à présent, seul le Lumix GH5 Mark II en était capable. Vu le tarif abordable du EOS R10, cela va plaire aux amateurs de vlog. Voilà un hybride léger, moderne et performant au prix abordable. Son tarif justement est de 979 € nu. En kit avec le RFS 1845 f4.5 6.3, il coûte 1099 €. L'autre kit que je conseille, c'est celui avec le RFS 1850 mm f3.5 6.3 au tarif de 1379 € et il sera disponible à compter du 27 juillet 2022. Je vous mets évidemment toutes les références des packs dans la description et vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne en toute indépendance. Bon alors,
Quel est mon avis sur ce Canon EOS R10 ? Comme le EOS R7, je pense que c'est un boîtier équilibré, bien pensé avec un bon positionnement tarifaire. J'aime ici aussi son ergonomie et surtout sa poignée creusée. Son positionnement il est très pertinent car il plaira aux débutants comme aux amateurs avancés. Voilà un appareil photo qui vous accompagnera longtemps. Il a un excellent autofocus et une cadence rafale intéressante, même si j'aurais apprécié une mémoire tampon un peu plus véloce. Je lui reprocherai seulement l'absence de stabilisation et de tropicalisation, ainsi que le fort recadrage en 4K 60 images par seconde. Son prix il est totalement pertinent au regard du marché actuel, pour ça que je dis qu'il est bien pensé. J'ai quand même une réserve, car c'est sur l'objectif que tout se joue. Ici, il est vendu avec 2 packs entrée et moyen de gamme. En comparaison, le Fujifilm X-S10 est commercialisé avec 2 packs de qualité, le XF 1855 mm f2.8 4.0 et du XF 1680 mm f4. C'est bien plus intéressant et je peux vous dire que ce sont 2 très beaux objectifs. D'ailleurs, comme pour le EOS R7, la faiblesse du EOS R10, c'est sur la quantité d'objectifs existants à ce jour. Il n'y a pas d'objectif dédié en monture RF, à part des objectifs plein format. Il y en a des très pertinents, notamment pour la photo de sport ou d'animaux ou même le portrait. Néanmoins, vu que le parc d'optique est en construction, eh bien, il est bien moins fourni que sur Lumix et Fujifilm. Je pense donc que ce Canon EOS R10 il plaira aux détenteurs de réflexes Canon APS-C qui voudraient changer tout en gardant leurs objectifs grâce à la bague d'adaptation. Il ira aussi très bien aux débutants qui ne comptent pas changer d'objectif prochainement. Vous trouverez alors un boîtier complet en photo comme en vidéo. Enfin, il conviendra pour les amateurs de sport et d'animalier au budget modéré. Avec le Canon EOS R7 et le Canon EOS R10, Canon se relance dans l'hybride APS-C. Et c'est une bonne chose car la concurrence permet un large choix pour trouver l'appareil photo qui vous plaît. Même s'il existe déjà beaucoup de références, je trouve que ces 2 modèles apportent un plus en photo comme en vidéo dans leurs segments tarifaires respectifs. Je pense que ces 2 boîtiers sont intéressants car bien équilibrés. Ils augurent aussi des futurs boîtiers grand public qui intégreront petit à petit la 4K 60 images par seconde et des autofocus très performants à des prix plus abordables. Bref, la famille des hybrides s'agrandit et c'est une bonne chose. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsonvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.